série d'hommages aux victimes de l'attaque de l'église de Antoukura à l'est du Burkina. Le gouvernement présente ses condoléances aux églises évangéliques. La communauté musulmane exprime aussi sa solidarité. Hommage à suivre dans un instant. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée des personnes handicapées, l'occasion de mettre le curseur sur un domaine dans lequel il reste beaucoup à faire. Dans cette édition, Dr Ariane Napon nous entraîne dans l'univers difficile des personnes vivant avec un handicap et la politique du gouvernement au Burkina. Après une réflexion longuement mûrie, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière internationale. C'est en ces termes que l'étalon Jonathan Pitrapa range les crampons pour sa carrière avec les étalons. Une nouvelle surprenante pour les Burkinabés. Les détails dans un instant. Voici les titres de votre 12h50. Bonjour et merci de suivre l'actualité sur LCA. Ouvrons cette édition avec l'insécurité en Afrique centrale. Boko Haram attaque un poste militaire dans la région du lac Tchad. C'était dans la nuit du 1er au 2 décembre. Le bilan fait état de 13 morts côté djihadistes, alors que 2 personnels de santé et le chauffeur enlevés par les djihadistes restent introuvables. Les autorités attribuent cette attaque à Boko Haram. Le gouvernement burkinabé solidaire des chrétiens évangéliques après l'attaque d'une église à Antoukura dans la commune de Futuri dans le nord-est du pays. Une attaque qui a fait 14 morts. Le Premier ministre Christophe Dabiré a présenté les condoléances de la nation à la Fédération des églises évangéliques. Le point avec Achille Ouedraogo, Benjamin Kwame. Le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré au siège de la Fédération des Églises et Missions évangéliques pour présenter les condoléances du gouvernement. Une visite qui intervient après l'attaque meurtrière survenue le dimanche dernier contre une église protestante du village de Antoukura dans le département de Futuri. Attaque qui a fait 14 morts et de nombreux blessés. Nous sommes venus présenter nos condoléances, souhaiter que cette épreuve nouvelle que la Fédération des Églises et Missions évangéliques rencontre. Cette nouvelle épreuve que notre peuple rencontre ne soit pas une opportunité pour baisser les bras et dire que le désespoir est permis. Le président du Faso nous a demandé de venir saluer les premiers responsables de l'Église, leur donner l'assurance du soutien du gouvernement et leur transmettre un message de condoléances, d'amitié et les assurer que nous allons continuer de travailler avec eux dans la prière pour que notre pays retrouve la paix. Autrefois, le Burkina Faso était un havre de paix où tous les fils et filles du pays vivaient dans la concorde. L'objectif visé par ces terroristes, selon Christophe Dabiré, est une fois de plus de s'aimer la discorde et la désolation entre toutes les communautés. Leur ultime conviction est de créer une désaffection des populations à l'endroit du pouvoir dirigé par Rochma Christian Kaboré. Toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, que ce soit les affrontements intercommunautaires, que ce soit les attaques dans les églises, dans les mosquées, que ce soit les attaques dans les marchés, ce sont des choses qui nous viennent parce que les terroristes veulent déstabiliser notre pays, créer en quelque sorte une désaffection de l'ensemble des populations vis-à-vis du régime qui dirige ce pays et faire en sorte que le peuple se soulève pour remettre à plat un certain nombre de choses. Et pour éviter que de tels souhaits se réalisent, le chef du gouvernement demande à toutes les communautés de continuer dans la prière pour soutenir les actions du gouvernement afin que le processus de développement du pays puisse se poursuivre. Une visite appréciée à sa juste valeur par la FEME. Cela nous va droit au cœur. Parce que cela montre que nous sommes une nation famille, que nous sommes tous unis, nous sommes solidaires et nous pensons que c'est dans cette unité, c'est dans cette union, dans cette solidarité que nous allons véritablement aller de l'avant. En tout cas, si nous restons unis, si nous restons soudés, la victoire est au bout. Et donc nous saluons cette initiative du président du Faso qui a dépêché donc le Premier ministre vers nous. Notez que parmi les victimes de cette attaque figuraient de nombreux adolescents dont l'âge varie entre 10 et 14 ans.
Les fidèles musulmans du Burkina ne sont pas restés insensibles à cette attaque. L'union de prière, c'est du reste le souhait de ces fidèles de l'islam que Bachirou Sawadogo et Benjamin Kwame ont recueilli. Suivez plutôt. 14 personnes qui ont été tuées dans une église. Vraiment, nous, on est dépassé de la situation qui se passe présentement au Burkina. C'est avec tristesse que ce fidèle musulman a accueilli cette nouvelle faisant état de 14 chrétiens tués. Cette énième attaque contre les chrétiens est de trop selon eux et ils pleurent avec leurs frères chrétiens. Nous avons effectivement appris cette nouvelle avec une très grande tristesse parce qu'effectivement ceux qui ont posé cet acte se sont collés une étiquette et c'est ces gens qui se disent en tout cas musulmans. Mais maintenant dans les faits, dans les actions qu'ils posent, c'est à travers cela qu'on peut effectivement savoir si c'est effectivement ce que l'islam qui recommande cela ou pas. Et avec une grande tristesse et une grande consternation que j'ai accueilli en tout cas cette énième attaque perpétrée contre les citoyens paisibles et pacifiques de notre chère patrie, le Burkina Faso. C'est là qui perpétuent ces attaques contre le Burkina Faso. Là, ils utilisent beaucoup de stratégies et plusieurs méthodes. Ils ont essayé de mettre en conflit entre les ethnies, ils ont essayé de mettre en conflit entre les religions, ils ont essayé de mettre en conflit, en tout cas, ils utilisent plusieurs méthodes. C'est leur mode de fabrique en fait. Maintenant, c'est à nous, Burkinabés, d'être vigilants. Ces attaques perpétrées chaque fois contre les Burkinabés ne sont en aucun cas recommandées par l'islam. Ces individus le font avec leurs propres convictions ayant pour seul but de diviser les Burkinabés afin de s'installer de la vie de ces fidèles musulmans. Disons que ça, c'est des actes que eux-mêmes ils savent ce qu'ils veulent dans leurs actes. Mais ce n'est pas quelque chose qui est lié à la religion, ce n'est pas quelque chose que la religion a connu. Au contraire, même la religion condamne ce que eux ils font. Alors que bon, nous-mêmes, on voit que nous-mêmes, on n'est pas épargnés. Nous, les musulmans, on n'est pas épargnés. Donc, ce qui veut dire que il ne faut pas lier ça à aucune religion. Il ne faut pas lier ça à la religion islamique ou bien à quoi que ce soit. C'est un truc qu'on est en train de monter, manigancer, gauche à droite, pour monter des gens ensemble. Pourtant, dès au début, depuis l'indépendance de nous, nous, on n'a pas vécu de ça. Donc, si ça vient à la dernière minute, disons qu'en 2015 ou bien en 2014, ça veut dire qu'on doit comprendre là où ça a été monté, là, le résultat qu'ils veulent. C'est une stratégie élaborée par ces terroristes, disent-ils, mais leurs actions ne doivent pas ébranler la foi de leurs frères chrétiens. Au contraire, ces fidèles musulmans demandent aux chrétiens de s'armer de courage et d'abnégation pour continuer l'évangélisation afin d'avoir la victoire sur ceux qu'ils ont appelés les ennemis du Burkina Faso. À l'endroit des guides religieux, ils demandent beaucoup plus de communication pour donner les vrais enseignements de l'islam et éviter l'amalgame. Il faut être courageux comme la religion le demande et de s'en remettre toujours à Dieu que toute chose a une fin. Ceux qui font ça, bon, ils se disent que bon, ils ont un but, mais nous-mêmes on sait que ça a une fin puisqu'ils ne sont pas sur la vérité. Donc c'est tout ce qu'on peut dire aux chrétiens, aux frères chrétiens, que bon, de pouvoir s'en contenir de cette manière. Pour l'instant, vraiment, leur douleur, en tout cas, nous incombe tous. Mais nous allons vraiment demander à nos oulémas et même les leaders des autres religions de communiquer beaucoup pour que les fidèles puissent comprendre cet acte-là. Le terrorisme est une guerre dite asymétrique. Certains parlent de guerre de 4e génération au regard des stratégies peu conventionnelles et inconnues. Pour eux, la prière est un aspect à ne pas négliger dans cette lutte. Chaque Burkinabé, dans son intention de prière, doit confier le pays et ses dirigeants à Dieu pour que ces derniers aient une claire vision à trouver des solutions pour combattre ceux qui veulent voir le pays détruit.
Voilà ce que l'on pouvait dire pour la sécurité en Afrique. Parlons à présent des personnes vivant avec un handicap. Elles sont à l'honneur aujourd'hui. Chaque 3 décembre, le monde célèbre la Journée internationale du handicap. Une occasion pour nous de jeter un regard sur les conditions de vie de personnes qui vivent avec un handicap et d'évaluer les politiques publiques en faveur d'une plus grande inclusion de ces personnes. Bachirou Sawadogo, Oumou Konate. La prise en compte de la dimension handicap dans les politiques publiques au Burkina Faso est un droit pour les personnes vivant avec un handicap. Les textes édictés en faveur de ces personnes sont considérables et variés. Toutefois, une chose est d'adopter les textes et une autre est de les appliquer. On me dit souvent que en matière de réglementation pour les habitats et les structures publiques, les bâtiments publics, il faut toujours prévoir une rampe d'accès pour les personnes qui vivent avec un handicap, ce qui n'est pas respecté. Les gens ne font que dire qu'ils sont au courant, mais c'est dommage, ils n'ont pas pu faire, mais ils ne corrigent pas. Qu'est-ce qui est fait pour amener les gens à corriger cet aspect? Bon, je ne sais pas concrètement. Je n'ai jamais vu une structure qui a modifié son édifice parce que quelqu'un s'est plaint, parce qu'il a un handicap. Pour que le gouvernement et toute la société puissent tendre la main aux personnes vivant avec un handicap, il faut forcément une étude concrète comme le suggère Dame Napon. Il faut d'abord faire des études sur le terrain, faire des études et constater. Et voir, par exemple, prendre politique par politique et voir à quel niveau il y a le couac. Parce qu'on peut faire des études pour voir, par exemple, les bâtiments administratifs. Combien respectent la réglementation en vigueur, combien d'établissements scolaires respectent le quota, voilà, en faveur des personnes vivant avec un handicap. En matière de transport en commun, il paraît qu'il y a des politiques, mais moi particulièrement, je n'ai jamais bénéficié d'une réduction parce que je voyage. Il y a des moments même pour monter dans le bus, j'ai des difficultés. On me court après même pour dire fais vite pour monter. Mais je n'ai jamais eu une faveur particulière par rapport à ça. Mais une question qui taraude Dame Napon, c'est la question de l'IUTS. On me parle de l'IUTS. Moi, ce qui me fait un pincement au cœur, c'est ça. On m'a dit l'IUTS, l'État utilise l'IUTS pour faire des infrastructures, des routes, et en faveur du secteur, de tout le monde, du public, de tout le monde, hein, de tous les citoyens. Par exemple, je pose toujours la question, hein, je dis, on me coupe l'IUTS au titre que les autres personnes. Même taux, il n'y a rien. Je ne suis pas contre. Mais quand les autres veulent monter ce bâtiment public, cet édifice public que l'on a créé, ils le montent sans problème. Moi, je gagne quoi? On me coupe l'IUTS pour me faire des édifices dans lesquels je ne peux pas monter facilement. Qu'est-ce qui est fait pour moi me compenser ce que je fais, cet effort que je fais pour développer mon pays? Et même si la route de la prise en compte du handicap dans notre société est encore longue, force est de constater qu'avec la volonté, rien n'est impossible. Il suffit juste d'y croire et la magie s'opère. Autre point de l'actualité, en marge du sommet extraordinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, qui se tient aujourd'hui à Dakar, les chefs d'État se sont retrouvés hier autour d'un panel qui s'articule sur le développement durable et la problématique de la dette, comment trouver le juste milieu. Ce qui leur a permis d'analyser la question du financement des projets de développement en Afrique par les institutions, et cela en lien avec le problème de la dette qui limite souvent les efforts. Alain Koulibaly nous en dit plus. Les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine réunis à Dakar discutent pour trouver des solutions au développement durable et à la résolution des dettes en Afrique. Roch Kaboré, en marge de ce panel, a invité les institutions internationales à une meilleure gestion du financement des projets de développement en Afrique. Dans la réflexion que nous devons mener, il faut qu'on sorte des sentiers battus et que nous osions de nouvelles solutions. Le fond du débat aujourd'hui, c'est que, parlant de ce que chacun doit faire, il est évident que nous avons des responsabilités, nous-mêmes, en tant qu'État, qui sont les responsabilités de mobilisation des ressources intérieures. Nous avons des responsabilités sur le choix des investissements que nous devons faire, qui doivent être des investissements rentables.
Mais également, je pense qu'au niveau des institutions également, nous devons travailler à ce que les pays développés aussi assument leurs responsabilités en matière d'aide, je dirais, publique au développement. Parce que c'est des engagements qui sont décidés, qui ne sont pas respectés. Et de ce point de vue-là, ça pose forcément la nécessité que pour atteindre les ODD, si nous n'avons pas les ressources internes, nous n'avons pas les ressources extérieures, ça veut dire que nous sommes obligés de financer les ODD par des crédits et donc par des emprunts. Ça, c'est l'objectif, c'est le problème qui est posé aujourd'hui. Le président du Faso déplore du même coup le contexte sécuritaire qui occupe désormais une place de choix dans les budgets des pays en proie aux attaques terroristes. Il est important pour nous qu'au niveau du Fonds monétaire, bon, et la Banque mondiale également, même si on reconnaît qu'il y a eu un accroissement de leur appui ces derniers temps en ce qui concerne les pays qui sont en difficulté, nous devons faire en sorte, en tout cas, de sortir des sentiers battus. Le second point, sur la question de sécurité, là également, c'est une question qui, je crois que plusieurs fois nous en avons discuté lors des bilatérales que nous avons avec le Fonds monétaire, notamment en ce qui concerne les zones du Sahel où nous sommes sur la ligne de front. Il est important que nous trouvions une solution sur le financement des achats et de la défense et de la sécurité. Ça me semble capital, parce que nous ne pourrons pas continuer. Les autres chefs d'État présents à cette rencontre ont tous appelé les institutions de Bretton Woods à accompagner les pays africains de façon responsable dans leur quête de développement. Venons-en maintenant à cette décision qui surprend plus d'un Burkinabé. C'est fini entre Jonathan Pietroapa et les étalons. Le joueur met fin à sa carrière internationale après 13 ans passés sous le maillot burkinabé. Sur sa page Facebook, l'ancien international explique avoir pris cette décision après mûre réflexion. Jonathan Pietroapa a contribué à bâtir l'un des plus grands exploits de l'équipe nationale de football du Burkina. Une finale de la CAN en 2013 avec à la clé le titre de meilleur joueur de la même compétition. Pietroapa évolue actuellement au Paris FC, club de la Ligue 2 française, comme milieu de terrain. Sport toujours, la cérémonie de la 64e édition du Ballon d'Or, c'était hier à Paris. Elle a consacré Lionel Messi Ballon d'Or pour la 6e fois de sa carrière en l'espace de 10 ans. L'Argentin devient le premier footballeur à remporter autant de fois ce trophée, considéré comme la plus importante distinction footballistique au monde. Suivez le récit de Gilles Dasda avec la voix de Alain Koulibaly. Désormais seul au monde, Lionel Messi remporte son 6e ballon d'or. Après 4 ans de disette, la Pulga renoue avec ses anciens amours au terme d'une saison étincelante. Un championnat espagnol remporté avec le Barça, 39 buts marqués, une demi-finale de la Ligue des Champions, bref, du grand Messi. Florilège. L'Argentin dévance au classement le défenseur de Liverpool, Virgil van Dijk. Son éternel rival Cristiano Ronaldo finit en 3e position. Premier africain, Sadio Mané, pourtant auteur d'une saison exceptionnelle, arrive en 4e position, suivi par son coéquipier de Liverpool, Mohamed Salah. Chez les dames, l'américaine Megan Rapinoe, vainqueur de la Coupe du Monde féminine, se hisse en tête du classement. C'est sur cette information sportive que s'achève cette édition du 12h50 de LCA. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure.